Le blizzard effaça la route, la forêt et chaque sens de direction, tournant la nuit en un mur de blanc. Hors de cette tempête vint une mère berger allemande, traînant son corps gelé en avant, 6 chiots trébuchant derrière elle. Ils étaient si froids, ils pouvaient à peine bouger, si faibles que n'importe qui pouvait tendre la main et les toucher. Pas de nourriture, pas d'abri, pas de propriétaire en vue, seulement une mère qui refusa d'arrêter de marcher. Puis des phares coupèrent à travers la neige, et un Navy SEAL fit une décision qui changerait chaque vie là. Ce qu'il fit ensuite choqua une ville entière et révéla à quoi le vrai courage ressemble en silence. D'où regardez-vous? Si cette histoire vous émeut, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Chat. Sur l'étendue nord du Minnesota, où la forêt court épaisse et le ciel semble pressé vers le bas comme un couvercle, le blizzard arriva avec le genre d'autorité les gens seulement respectent après qu'ils ont été humiliés. La neige ne tomba pas tant qu'elle vola de côté, aiguisée par un vent qui sonnait moins comme la météo et plus comme une chose affamée rôdant à travers les pins. L'autoroute menant vers Bright Pine disparut et réapparut en fragments, poteaux réfléchissants, clignotant comme des étoiles fatiguées, une bande rugueuse chantant sous les pneus, puis rien que du blanc. Dans un vieux pick-up qui avait vu trop d'hiver et trop de silence, Mason Rohr conduisit plus lentement que la fierté préférerait, non parce qu'il avait peur d'une tempête, mais parce qu'il avait appris ce qu'était réellement la peur et savait que ce n'était pas ça. La peur avait un goût différent, métallique, intime, et elle vivait dans les endroits où un homme allait après que la tempête fut finie. Quand le monde devint silencieux et les souvenirs arrêtèrent de faire semblant de dormir, Mason avait 40 ans, bâti grand et large à environ 1,45 m, le genre de cadre solide qui semblait appartenir à quelqu'un qui s'asseyait à un bureau seulement sur papier et gardait la discipline dans ses muscles de la façon dont d'autres hommes la gardaient dans leur calendrier. Son visage était rasé de près par habitude, une mâchoire forte et des angles durs adoucis seulement par la fatigue derrière ses yeux bleu-gris, des yeux qui tenaient la profondeur sans la publiciser. Ses cheveux étaient brun foncé, coupés en un undercut net qui avait toujours l'air fraîchement entretenu, comme si l'ordre à l'extérieur pouvait empêcher l'intérieur de se répandre. Il portait son équipement fixe, familier, même sur un trajet comme celui-ci. Haut à manches longues camouflage et pantalons assortis ajustés assez près pour dire entraîné. Un gilet utilitaire rouge foncé sur le motif comme une fusée de signalisation qui refusait de se cacher. Une ceinture tactique foncée avec des pochettes et un étui en forme d'étui qui pourrait passer pour des outils pour quiconque ne comprenait pas la façon dont les hommes se préparent quand ils ne font plus confiance à la chance. De hautes bottes beige agrippaient le tapis de sol et une lourde montre en métal avec un cadran noir serrait son poignet comme une promesse. Une petite cicatrice mince sur ce poignet à peine là capta la lueur du tableau de bord quand il ajusta sa prise. Un souvenir d'une vie qui lui avait appris les conséquences était souvent silencieuse. L'écusson lisant US Marines n'était pas là pour se vanter. Il était là parce que le passé n'arrêtait pas d'exister juste parce que vous êtes rentré à la maison. Mason garda son regard en avant, épaules carrées, mâchoire serrée, et sa main se tendit et se relâcha sur le volant dans un rythme qu'il ne remarquait plus. C'était ce qu'il faisait quand il ressentait trop et refusait de le montrer. Le chauffage poussa un souffle tiède dans la cabine. Les essuie-glaces se battirent pour la pertinence. Il n'était pas en route vers une mission. Il était en route vers sa cabane au genre de solitude qui peut ressembler à la paix de loin et se sentir comme une punition quand vous vivez à l'intérieur. La tempête rendit le monde simple. Seuls les prochains 10 pieds importaient. Seule la route existait, seulement maintenant. Parfois Mason accueillait cela. Parfois la simplicité était la chose la plus proche qu'il pouvait appeler miséricorde. Le blizzard avait réduit tout le reste. Réception de téléphone, feu de rue, choix à un seul corridor blanc. Puis les phares balayèrent à travers quelque chose de bas et en mouvement près de l'accotement, une forme qui n'était pas un cerf et n'était pas un homme.
Au début, cela ressemblait à des broussailles jetées par le vent, une touffe de vie traînée le long de la surface de la neige. Puis cela se déplaça encore, et les instincts de Mason, ces vieilles alarmes sans mots qu'il haïssait et faisait confiance, s'éveillèrent. Il relâcha l'accélérateur, le nez du camion plongeant, pneus chuchotant un avertissement sur la glace noire. Dans le cône de lumière, une bergère allemande entra en focus, femelle par les hanches plus étroites, et la façon dont son corps portait une certaine tension protectrice, même dans l'épuisement. C'était une chienne mer noire et feu, son pelage épais, mais emmêlé de neige mouillée et de gravier, la fourrure autour de son cou et de sa poitrine agglutinée, comme si le blizzard avait essayé de la tresser dans le paysage. Elle avait l'air de 3 à 4 ans, aux os solides, mais visiblement usées. Ses côtes se laissaient deviner sous le poil d'hiver, et ses pattes tremblaient de fatigue qui n'avait rien à voir avec le froid seul. Un bord de son oreille droite portait une petite entaille, le genre de vieille cicatrice qui vous dit qu'elle avait dû se défendre avant. Ses yeux étaient brun ambre et des yeux profonds qui ne demandaient pas la pitié. Ils demandaient des résultats. Derrière elle, 6 minuscules chiots bergers allemands trébuchaient en une ligne lâche et cassée, petits corps ronds et duveteux, mais se déplaçant comme s'ils étaient sous l'eau. Ils avaient environ 8 semaines, juste assez grandes pour suivre, juste assez jeunes pour se perdre rapidement. Leurs pattes s'enfonçaient dans la poudreuse fraîche et étaient retirées avec effort. Leurs réflexes étaient lents, leur tête dodelinée, leur respiration trop rapide. Ce n'était pas une mort dramatique pour un public. C'était le regard tranquille et clinique de l'hypothermie, commençant à réclamer ce qu'elle touchait. Un chiot, le plus petit, avait une faible tache pâle au centre de sa poitrine, comme un flocon de neige tombé. Un autre avait une oreille qui ne pouvait pas décider si elle devait se lever ou se plier, lui donnant une expression perpétuellement confuse qui aurait été amusante si la situation n'était pas brutale. Un troisième avait un masque plus foncé, presque entièrement noir autour du museau, faisant paraître son visage plus vieux qu'il ne l'était. Un quatrième serrait le chemin de la mer si près qu'il trébucha presque sur ses talons. Un cinquième avait des pattes inhabituellement grandes, un petit futur maladroit emballé dans son présent. Le sixième était une teinte plus claire que les autres, beige crème sur les épaules, et il continuait à lever sa tête pour regarder vers la lumière du camion, comme s'il pouvait reconnaître le salut dans la luminosité. La chienne mère s'arrêta quand elle entendit les moteurs changer. Elle ne courut pas. Elle pivota et s'avança devant les chiots, son corps s'inclinant de manière protectrice, épaules abaissées, queue raide avec le dernier de sa force. Elle n'aboya pas. Elle ne grogna pas. Elle fixa simplement le camion avec une concentration stable et sévère, comme si elle avait appris il y a longtemps que le son gaspillait de l'énergie, et l'énergie était ce qui maintenait ses enfants en vie. Le souffle de Mason embua contre la vitre. Un homme qui avait autrefois pris des décisions rapidement pouvait encore le faire, mais il le faisait différemment maintenant, plus lentement, avec un genre de prudence plus humain. Il mit le camion en position de stationnement et laissa le moteur tourner au ralenti. Il ne jeta pas la porte ouverte comme un héros dans un film. Il attendit une demi-seconde et regarda. Les narines de la mer s'évasèrent. Ses pattes se déplacèrent une fois, se raidissant. Mason connaissait cette posture, pas l'agression, le calcul. Elle le mesurait de la façon dont il mesurait les portes. Il prit ses gants de la console et les enfila, non parce qu'il craignait ses dents, mais parce qu'il comprenait que le froid prend la peau vite et il avait besoin que ses mains travaillent. Il sortit dans la tempête et le vent le gifla immédiatement. Le genre de vent qui essaie de voler l'air de vos poumons et de le garder. La neige martela son visage. Le gilet rouge brillait contre le blanc comme un panneau d'avertissement. Il leva les 2 mains, paumes ouvertes, et s'abaissa en un agenouillement à une distance sûre. Basse, non menaçante, et vieille technique Ibn utilisée sur les civils effrayés et les animaux effrayés également. « Facile, dit-il,
voix calme, presque avalée par le vent. Les yeux de la chienne mère ne s'adoucirent pas, mais ils le suivirent avec intelligence, pas de panique insensée. Elle jeta un coup d'œil au chiot, puis de nouveau à Mason. Le plus petit chiot vacilla et faillit tomber. La mère se déplaça d'un demi-pas pour empêcher le vent de le frapper de plein fouet. Ce mouvement automatique maternel frappa Mason plus fort que la météo. Il avait vu des hommes protéger des hommes à la guerre, oui, mais il y avait quelque chose chez une mère protégeant les faibles qui ouvrait la partie du monde que les soldats oublient parfois d'exister. L'esprit de Mason scintilla avec une pensée qu'il n'avait pas demandée. Une femme marchant une fois à travers une tempête avec des enfants derrière elle, refusant de pleurer parce que pleurer ne réchauffait personne. Il ne savait pas pourquoi l'image vint. Il savait seulement que ça l'était. Il tendit lentement la main pour une couverture épaisse du siège passager, puis la tint en l'air où la mère pouvait la voir comme si elle présentait un drapeau de trêve. Il la posa sur le sol entre eux. La chienne mère ne s'avança pas. Pas encore. Elle était encore en train de décider si cet homme était un piège portant la gentillesse. Mason hocha la tête une fois, acceptant ses règles. Il recula vers le camion, ouvrit la porte arrière et mit le chauffage à fond. L'air chaud s'échappa comme une petite bénédiction. Puis il retourna à son agenouillement et tapota la couverture une fois. « Viens », murmura-t-il, ne commandant pas, invitant. Le regard de la chienne mère se rétrécit. Elle fit un pas, puis un autre, prudente comme un juge. Ses pattes touchèrent de la couverture et elle s'arrêta, oreilles en avant, reniflant. De près, Mason pouvait voir les faibles marques rouges près de son cou où un collier avait frotté trop fort, trop longtemps. Il pouvait voir une fine haie de gratignures le long de son côté, du genre que vous obtenez en vous bousculant sous quelque chose de coupant. Elle avait travaillé dur pendant un certain temps. Les chiots titubaient en avant derrière elle comme une parade réticente. L'un essaya de s'asseoir et tomba simplement. L'estomac de Mason se serra. « OK », murmura-t-il le mot plus à lui-même qu'à elle. Il se déplaça vite maintenant, mais toujours doux. Il glissa un bras sous le plus petit chiot et le glissa dans la couverture comme un burrito de fourrure et de tremblement. Le chiot ne résista pas. Il frissonna seulement et fit un son mince comme une question. Mason le porta au camion et le plaça sur la banquette arrière sur une serviette pliée, puis retourna chercher le suivant. Un par un, il souleva les chiots, comptant doucement. 1, 2, 3, comme si chaque nombre était une corde qu'il lançait à travers la tempête. La chienne mère observa chaque mouvement avec une intensité rigide. Quand Mason tendit la main pour le 4e chiot, elle s'avança et plaça son corps entre ses mains et le chiot, ne mordant pas, juste bloquant. Un rappel, vous ne touchez pas ce que vous n'avez pas gagné. Mason gela instantanément et se pencha en arrière, mains ouvertes de nouveau. « Je comprends », dit-il doucement. Il rencontra ses yeux et attendit. Le vent hurla. La neige remplit ses cils. Le temps s'étira dans cet endroit étrange où la confiance s'était forgée, non pas dans des discours, mais dans l'absence de faux pas. La chienne mère renifla son gant. Son nez s'attarda au poignet où la cicatrice vivait, et Mason ressentit une étrange secousse, comme si elle pouvait lire l'histoire dans sa peau. Puis elle s'écarta. Pas une permission donnée facilement, permission accordée parce que ses enfants manquaient de temps. Mason souleva le 4e chiot et le plaça dans le camion. Il retourna, souleva le 5e, puis le 6e, celui de couleur plus claire qui continuait à le regarder comme s'il avait reconnu le concept de foyer, même s'il ne connaissait pas le mot. Finalement, seule la chienne mère resta sur l'accotement, son corps tremblant sous l'effort de rester droite. Elle regarda en arrière le long de l'autoroute dans le vide blanc, et Mason suivit son regard comme s'il s'attendait à voir quelque chose la chasser. Arès, pas. Un homme appelant son nom. Il n'y avait rien, juste la tempête. Pourtant, la façon dont elle fixait suggérait qu'elle était habituée aux dangers arrivant d'endroits qui ressemblaient à rien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mason ouvrit la porte passager et recula,
lui donnant le choix. Ton tour, dit-il, comme si elle était une personne avec dignité, ce qu'elle était à bien des égards. La chienne mère sauta en un mouvement fluide qui ne correspondait pas à son épuisement. Volonté pure, but pur. Elle atterrit sur le siège, puis se tordit immédiatement pour regarder derrière elle, vérifiant les chiots, les comptant de la façon dont une mère compte sans nombre. Mason ferma la porte. La cabine se remplit de l'odeur de fourrure mouillée et de froid, et de quelque chose d'autre. Quelque chose comme le soulagement essayant de trouver la permission. Il monta sur le siège du conducteur, main stable, cœur pas. Les chiots se blottirent ensemble sur la banquette arrière, leurs minuscules corps pressés en un nœud chaud. L'un commença à lécher l'oreille d'un autre, comme si le confort pouvait être fabriqué par de petits gestes. La chienne mère s'assit rigidement, face en avant, oreille traquant le monde extérieur. Elle se tint entre les chiots et les fenêtres du mieux qu'elle put, une barricade vivante. Mason mit le camion en vitesse et s'engagea sur la route, attentif à ne pas faire de queue de poisson. La tempête procédait toujours l'autoroute, mais maintenant, elle avait des occupants qui importaient. Alors qu'il conduisait, quelque chose de subtil arriva. Un changement si petit qu'il l'avait presque manqué. La tête de la chienne mère tourna, et elle fixa le tableau de bord pendant un long battement, ses yeux fixés, pas sur travail. Une seule goutte de neige fondue glissa le long du pare-brise et capta la lumière passante, formant une courte traînée qui ressemblait étrangement à une ligne mince, en forme d'éclair, avant de disparaître. Mason sentit les poils sur ses bras se hérisser sous ses manches. Il ne croyait pas aux fantômes comme les gens dans les petites villes le faisaient, pas dans le sens théâtral, mais il croyait aux signes comme les soldats le font parfois, non comme de la magie, mais comme le cerveau essayant de vous garder en vie en remarquant des motifs. Pourtant, la chienne mère fixa l'endroit où la traînée avait été, puis tranquillement elle pressa son nez contre la vitre froide et expira, laissant une marque brumeuse comme une prière soufflée. Mason déglutit. Le rehook du chapitre arriva non pas avec un coup de feu ou un cri, mais avec une question. Pourquoi la chienne semblait-elle reconnaître quelque chose qui n'était pas là? Pourquoi Mason, qui faisait confiance à la logique comme une main courante, se sentit-il soudain comme si ce sauvetage l'avait attendu bien avant cette nuit? Il secoua la tête une fois, une petite tentative humaine de déloger l'étrange. Rentrez à la maison, se dit-il, voix basse, presque amusée par son propre sérieux. Juste ramener tout le monde à la maison. Le camion quitta l'autoroute et s'engagea sur une route plus étroite où les pinces se penchaient de près, leurs branches lourdes de neige comme de vieux hommes avec des fardeaux. Bright Pine gisait quelque part derrière et en dessous. Mais Mason ne visait pas la ville. Il visait sa cabane sur la colline, l'endroit qu'il avait prévu d'affronter seul. Ce soir, elle ne serait pas seule. Ce soir, le silence devrait partager. Alors que la cabane émergeait finalement à travers les arbres, une forme sombre contre un monde blanc, Mason sentit un poids s'installer dans ses os. Un poids familier, du genre qui vient avec la responsabilité. Il se gara, sauta et se hâta vers la banquette arrière. Les chiots clignèrent des yeux au froid soudain, puis frissonnèrent encore. Il les ramassa par paires, les blottissant contre son gilet et sa veste, les portant à l'intérieur comme de la fragile contrebande de vie. La chienne mère hésita à la porte passager. Mason l'ouvrit grand et recula. « Vous êtes en sécurité, » dit-il, et réalisa à quel point ces mots étaient ridicules et nécessaires. La chienne mère sauta et trottina vers l'entrée de la cabane, s'arrêtant une fois pour regarder en arrière le camion, comme pour s'assurer que le monde n'avait pas changé d'avis. Puis elle suivit Mason dans la chaleur. À l'intérieur, la cabane sentait le bois et la vieille fumée et la solitude. Mason enleva la neige de ses bottes et déposa les chiots sur une couverture près du poêle, les gardant à une distance prudente de la chaleur. Ils tremblèrent, puis commencèrent lentement à se détendre. La chienne mère resta debout, scrutant les coins, mémorisant les sorties. Quand Mason tendit la main pour une autre couverture, elle tressaillit juste légèrement,
puis se força à rester immobile. Ce minuscule tressaillement dit à Mason plus que n'importe quelle contusion ne le pourrait. Elle avait appris à s'attendre au mal, même de simples mouvements. Il se déplaça plus lentement après cela. Il s'accroupit encore, ne menaçant pas, et fit glisser un bol d'eau vers elle. Elle ne but pas. Pas encore. Elle marcha vers les chiots d'abord, nez touchant chacun, comptant avec son souffle. Seulement quand elle confirma que tous les 6 étaient là, elle baissa la tête et prit quelques gorgées prudentes. Mason regarda, la poitrine serrée, et sentit quelque chose d'inconnu commencer à percer la croûte de son contrôle habituel. Quelque chose comme la tendresse, et derrière elle un vieux chagrin qui attendait un endroit où aller. La tempête martela les fenêtres comme si elle était en colère d'être refusée. Mason nourrit les chiots de petites portions. Il sécha leurs pattes avec une serviette. Il vérifia leurs gencives de la façon dont il avait vu les médecins vérifier les lèvres sur le terrain. Le chiot de couleur plus claire essaya de ramper dans sa botte et s'endormit contre le cuir comme s'il avait trouvé un gardien trop têtu pour partir. Mason laissa échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. « Bien sûr, marmonna-t-il, humour sec, revenant par instinct. Faites comme chez vous. » La chienne mère le regarda avec des yeux qui ne pensaient pas facilement. Mais quand Mason se leva pour jeter une autre bûche dans le poêle, elle déplaça son corps juste une fraction pour se placer entre lui et les chiots, comme si elle reflétait son rôle. 2 protecteurs dans une petite pièce, chacun suspicieux du monde, chacun refusant de laisser les faibles payer le prix des échecs des autres. Le téléphone de Mason vibra une fois avec un signal faible, puis mourut encore. La route à l'extérieur était effacée. Le chapitre se termina là où il devait se terminer, non pas avec un tribunal, non pas avec une confrontation, mais avec une cabane devenant quelque chose qu'elle n'avait pas été depuis longtemps. Occupée, vivante et lourde du début d'une histoire. Mason s'assit sur le sol près du poêle, dos contre le canapé, gardant ses bottes parce que les vieilles habitudes ne tombent pas rapidement. Ses yeux dérivèrent vers la chienne mère. Elle s'allongea finalement assez près des chiots pour les toucher, assez loin de Mason pour garder une limite. Ses oreilles les restèrent droites même au repos. Alors que le vent hurlait et que les pins craquaient, Mason regarda les 6 petits corps se levant et tombant avec la respiration, et la chienne mère qui les avait menés à travers un blizzard comme un mythe écrit dans fourrure. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas qui l'avait échoué. Il savait seulement ceci. Sur une route blanche où le monde essayait d'effacer tout, une mère avait refusé de disparaître. Et un soldat s'était arrêté assez longtemps pour laisser ce refus changer sa vie. La cabane s'asseyait sur l'épaule de la colline comme un animal patient, basse et solide, ses bois assombris par des années de météo et de retenue. Mason l'avait construite pour endurer les hivers, pas le confort. Et pourtant, cette nuit-là, il lui fut demandé de devenir quelque chose d'autre entièrement. Il se déplaça à travers l'espace de la pièce unique avec un soin délibéré, bottes toujours enfilées, veste dézippée mais non retirée, comme si enlever les couches trop rapidement pourrait tenter le froid de se précipiter de nouveau. Le poêle à bois était déjà éveillé, flamme basse et stable, et Mason le nourrit par petits incréments, regardant le thermomètre grimper par degrés. Le choc était aussi dangereux que la négligence. Il avait appris cette leçon à la dure dans des endroits où se précipiter pour aider pouvait faire plus de mal qu'attendre 10 secondes de plus. Il posa d'épaisses couvertures sur le sol à une distance mesurée du poêle et y plaça les chiots un par un, les arrangeant de sorte qu'aucun corps unique ne supporte le plus gros de la chaleur. Leurs minuscules poitrines flottaient comme des ailes de papillon au début, respiration peu profonde et irrégulière. Mason s'agenouilla près, une main gantée planant juste au-dessus d'eux, ne touchant pas encore, lisant les signes de la façon dont un médecin lit un visage. Gencives pâles, réflexes lents, fatigue imprégnée de froid qui allait plus profond que le muscle. Il versa de l'eau tiède dans un bol peu profond et trempa ses doigts, laissant quelques gouttes tomber sur la langue de chaque chiot
plutôt que de les forcer à boire. Le plus petit, marqué par cette faible tache pâle sur sa poitrine, fit un son mince à mi-chemin entre un gémissement et une question, puis déglutit. Mason expira, lentement et avec prudence, comme si son souffle pouvait donner le rythme au leur. La chienne mère resta debout. Elle avait suivi Mason à l'intérieur sans hésitation une fois les chiots en sécurité. Mais maintenant elle se positionna comme une sentinelle, corps incliné entre les couvertures et la pièce, yeux ambrés traquant chaque mouvement. De près, le tribut sur sa charpente était plus clair, haut des hanches tranchant sous le poil d'hiver, épaules cordées de muscles qui brûlaient des réserves depuis trop longtemps. Elle était assez jeune pour encore porter de la force, assez vieille pour savoir exactement à quel point elle pouvait être fragile. Ses oreilles ne cessaient de bouger, triangulant les sons, le poil qui crépitait, le vent griffant les murs, les pas silencieux de Mason. Quand il se leva pour chercher une autre couverture, elle se raidit, une patte se soulevant du sol, prête à intercepter. Mason remarqua et ralentit, se rabaissant en une accroupie avant de continuer. Il rencontra son regard et inclina légèrement la tête, une reconnaissance sans mots de son autorité. « D'accord, murmura-t-il, voix basse, stable. Votre appel. » C'était le genre de ton qu'il utilisait autrefois avec des civils effrayés dans des pièces à demi éclairées à l'étranger. Le genre qui ne promettait pas de miracle, seulement de la compétence. La chienne mère tint son regard pendant un long moment, puis posa sa patte et resta immobile. Mason finit d'étendre la couverture et recula. Il attendit qu'elle choisisse de se rapprocher des chiots avant de tendre la main pour autre chose. Il mélangea de la nourriture molle avec de l'eau tiède, la remuant jusqu'à ce qu'elle forme une fine bouillie, et la lui offrit d'abord, faisant glisser le bol le long du sol afin que ses mains ne traversent jamais sa ligne. Elle renifla, narines s'évasant, puis tourna la tête et poussa le bol vers les chiots à la place. Le geste était précis et indubitable. Mason déglutit, gorge serrée. Il ajusta la position du bol et regarda alors qu'elle supervisait, permettant à chaque chiot quelques léchages avant de le pousser doucement de côté pour faire de la place au suivant. Seulement après que les 6 eurent goûté à la nourriture, elle baissa sa propre tête et mangea, vite mais contrôlée, comme si même la nourriture était quelque chose qui devait être rationné soigneusement. Le temps passa par petits incréments. La tempête martela la cabane sans merci, le vent pressant contre les murs, jusqu'à ce que le vieux bois craque comme un corps, s'installant dans une chaise inconfortable. Mason resta sur le sol, dos contre le canapé, surveillant les températures, offrant de l'eau, ajustant les couvertures. Il ne pensa pas au sommeil. Il ne pensa pas au lendemain. Il pensa à des mains stables, au feu respirant régulièrement et au miracle tranquille de la chaleur revenant aux petites vies. Quand les chiots commencèrent finalement à dormir, non pas s'effondrer mais dormir, muscles se relâchant, respiration s'approfondissant, la chienne mère se permit de s'asseoir. C'était une assise prudente, le poids toujours en avant, mais c'était un changement. Elle fit un cercle une fois, 2 fois, puis s'allongea assez près pour que son flanc frôle le bord du tas de couverture. Un des chiots roula instinctivement jusqu'à ce que son dos presse contre son ventre. Elle s'immobilisa, puis baissa la tête, reposant son menton sur le sol, yeux mi-clos, mais alerte. Mason observa le moment avec quelque chose comme de la révérence. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était tenu serré jusqu'à ce que ses épaules tombent d'un pouce. Il se leva doucement et tendit la main pour son téléphone, s'approchant de la fenêtre où le signal parfois scintille en existence. Il fallut 3 essais avant qu'une barre apparaisse, mince et vacillante. Il composa d'abord le contrôle animal, puis la Société protectrice des animaux locales. Sa voix était calme, factuelle, dénuée de drame. Sauvetage d'urgence. 6 chiots, une chienne berger allemand adulte. Exposition sévère, négligence suspectée basée sur la condition physique. Il demanda une retenue d'urgence citant la tempête et le risque médical immédiat. Des noms furent pris,
un numéro de dossier assigné. Il termina les appels avec un merci sec et glissa le téléphone dans sa poche comme s'il craignait que le silence ne le remarque. Près de l'aube, la tempête relâcha sa prise. La neige tombait toujours, mais droite maintenant, assez douce pour ressembler à une permission. Une lumière pâle filtrait à travers les fenêtres bordées de givre, révélant la cabane d'une manière que la lumière du feu n'avait jamais fait. Mason prépara du café qu'il ne but pas et nettoya le petit espace de cuisine avec l'efficacité d'un soldat, donnant à ses mains quelque chose à faire pendant qu'il attendait. La chienne mère leva la tête quand il bougea, yeux le traquant, mais elle ne se leva pas. La confiance commençait à prendre forme, non pas comme de l'affection, mais comme de la tolérance gagnée par la constance. Un coup vint à la porte juste après le lever du soleil. Mason était là avant que le son ne finisse de résonner, main brossant instinctivement le bord de son gilet avant qu'il ne se souvienne où il était. Il ouvrit la porte pour révéler une femme debout dans le froid, la neige saupoudrant les épaules de sa parka. Elle était dans ses 35 ans, taille moyenne, avec une carrure compacte qui suggérait de longues journées debout. Ses cheveux, de la couleur du miel foncé, étaient insérés en une tresse pratique qui tombait sur une épaule, déjà tachetée de neige. Son visage était ouvert mais sérieux, yeux d'un gris-vert clair qui ne manquait que très peu. Elle se portait avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à être fait confiance dans les moments qui importaient. « Dr. Elodie Hart », dit-elle, brandissant ses accréditations avec une main gantée. « Vétérinaire, j'ai eu l'appel. » Mason s'écarta immédiatement, la faisant entrer d'un geste. « Ils sont ici, dit-il voix basse. Mère et protectrice. » Elodie hocha la tête une fois, lisant la pièce en un seul coup d'œil. Le poêle, les couvertures, la chienne positionnée comme un mur vivant. Elle s'accroupit lentement, mouvement économique, respectueux. « Vous avez fait ça bien, » dit-elle doucement, non pas comme un éloge, mais comme une confirmation. Nous le garderons ainsi. L'examen fut méthodique et calme. Elodie pesa les chiots, vérifia l'hydratation, écouta les cœurs qui battaient mais tenaient. Elle parla doucement, expliquant chaque étape à haute voix, non seulement pour le bénéfice de Mason, mais Mason le soupçonnait pour les chiennes mères. Quand elle tendit la main pour le plus petit chiot, la mère se tendit, muscles s'enroulant. Elodie s'arrêta instantanément, main immobile. Elle rencontra les yeux de la chienne, voix stable. « Je sais, » murmura-t-elle, « je serai rapide. » La chienne mère regarda, sans cligner, mais elle le permit. Les conclusions d'Elodie furent livrées sans théâtralité. Sous-poids, déshydraté, signe de pénurie alimentaire prolongée. « Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain, » dit-elle doucement, se redressant. Quelqu'un a arrêté de s'en occuper bien avant la tempête. Mason hocha la tête. Il n'avait pas besoin que le mot « et » soit prononcé à voix haute pour le comprendre. Alors qu'Elodie rangeait son kit, la chienne mère fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva, passa devant les chiots et s'approcha de Mason. Elle s'arrêta à une longueur de bras, étudiant son visage avec une intensité qui coupa son souffle. Puis elle tourna la tête et regarda d'un air significatif la porte vers le monde, s'éclaircissant au-delà avant de retourner son regard vers lui. C'était le moment du rehook, tranquille et étrange. Pas peur, pas avertissement, invitation. Elodie remarqua aussi. Son sourcil se fronça. « C'est intéressant, » dit-elle. Elle ne fait pas juste garder, elle choisit. Mason ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il s'accroupit lentement, gardant ses mains visibles. La chienne mère s'approcha et pour la première fois permet à son épaule de frôler son genou. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la reconnaissance. En fin de matinée, le ciel sur Bright Pine était d'un bleu dur et poli, le genre qui faisait scintiller la neige comme du verre taillé. À l'intérieur de la cabane, le chiot Idot dormait en un cercle serré,
Ventre plus rond maintenant, respiration profonde et régulière. La chienne mère s'allongea finalement entièrement sur le flanc, tête reposant contre le sol, yeux se fermant pour des périodes plus longues. Mason s'assit à proximité, café devenu froid, regardant la montée et la descente de cette poitrine et pensant aux retenues et numéros de dossiers et ce qui venait ensuite. Dehors, le silence de la tempête semblait presque bruyant. À l'intérieur, le feu respirait régulièrement, et pour la première fois depuis qu'il avait construit la cabane, Mason sentit qu'elle faisait plus que garder le froid dehors. Elle gardait quelque chose en vie assez longtemps pour importer. Bright Pine se réveilla propre après la tempête, le genre de propreté qui semblait presque malhonnête. Les bancs de neige attrapèrent le soleil et le renvoyèrent à un fragment tranchant. Les toits fumaient faiblement comme si la ville elle-même exhalait après avoir retenu son souffle. Mason remarqua à quelle vitesse Normally essaya de reprendre sa place. Les camions roulèrent encore. Le diner ouvrit. Quelqu'un rit trop fort devant la quincaillerie. Et quelque part entre la deuxième tasse de café versée et la première rumeur chuchotée, l'histoire des chiens commença à bouger. Elle commença de la façon dont toutes les vérités de petite ville commencent, de côté. Un commentaire à la poste, une pause dans la conversation au magasin d'alimentation, quelqu'un mentionnant soigneusement qu'un homme avait posé des questions sur ses chiens. Mason entendit d'abord d'un message vocal laissé par la travailleuse sociale de la Humane Society, son ton neutre, mais alerte. « Juste pour que vous sachiez, dit-elle, un monsieur Gordon Price a enquêté. Revendiquer les chiens furent pris pendant la tempête. Dit qu'il est malade d'inquiétude. Gordon Price arriva à Bright Pine de la façon dont il vivait, assez bruyant pour être remarqué, assez doux pour glisser au-delà de la conséquence. Mason le vit pour la première fois du parking du supermarché, un homme dans ses 45 ans, avec une carrure qui avait été autrefois robuste et s'était depuis relâchée autour des bords. Il était de taille moyenne, épaules affaissées en avant, comme si s'excusant perpétuellement à l'air, ses cheveux bruns s'éclaircissant à la couronne et peignés soigneusement pour le déguiser. La barbe assombrissait sa mâchoire, inégale et négligée, et ses yeux, noisettes claires, larmoyants, passaient trop vite de visage en visage. Il portait un manteau lourd qui sentait faiblement la vieille fumée et quelque chose de plus piquant en dessous, une odeur qui persistait même dans le froid. La voix de Gordon portait bien. Il l'utilisait comme un outil, arrondissant les bords des mots jusqu'à ce qu'ils sonnent plus doux qu'ils ne l'étaient. Juste essayant de récupérer ma famille, Mason l'entendit dire à personne en particulier. La tempête les a effrayés. Ils doivent avoir erré. Mason ne l'approcha pas. Pas encore. Il regarda de loin, cataloguant les détails comme il le faisait toujours quand quelque chose semblait étrange. La main de Gordon trembla quand il tendit la main pour son portefeuille. Son sourire apparut et disparut trop vite, comme une expression pratiquée qui avait oublié son timing. Quand quelqu'un demanda quel genre de chien il avait perdu, Gordon hésita une demi-seconde trop longtemps avant de répondre. « Bergers, dit-il. Bon chien, loyaux. » Il ne mentionna pas les chiots à moins d'y être invité. De retour à la cabane, Mason continua de faire ce qu'il avait fait depuis le sauvetage. Soins constants, routine cohérente, documentation. Il prit des photographies des chiots alors qu'ils mangeaient, dormaient, gagnaient en force. Il consigna les poids et les heures de repas de la façon dont il consignait autrefois les heures de patrouille. Dr. Son Elodie Hart s'arrêta encore pour vérifier l'hydratation et ajuster les quantités de nourriture, sa présence calme et sans hâte. Elle ne demanda pas à propos de Gordon directement. Elle n'en avait pas besoin de le faire. Les motifs racontent leurs propres histoires, dit-elle une fois, s'agenouillant à côté des couvertures. Vous avez juste à les laisser finir de parler. Juniper Mason avait gardé le nom après qu'il surgit non invité dans son esprit, grandit plus fort de jour en jour. Son pelage commença à retrouver son lustre. Noir s'approfondissant, beige s'éclaircissant le long de ses pattes et de sa poitrine.
Elle se déplaçait dans la cabane avec un but maintenant, moins rigide, mais non moins consciente. Yeux toujours vérifiant porte, fenêtre, maçon. Elle le laissait s'approcher plus qu'avant, toléra sa présence parmi les chiots, accepta même un bref toucher le long de son épaule quand il bougea assez lentement. Mais certaines choses la mettaient toujours sur les nerfs. Le tintement du verre, l'odeur âcre d'alcool portée par le vent quand Mason ouvrit la porte. À ces moments, son corps changea instantanément. Oreilles collées, muscles tendus, une basse vibration dans sa poitrine qui ne devint jamais tout à fait un grognement. Mason remarqua. Il l'écrivit. Il conduisit en ville cet après-midi-là avec une liste dans sa tête et une caméra sur le siège passager. Il n'affronta pas Gordon au bar où il aurait tenu court. Il alla plutôt aux endroits qui se souvenaient mieux que les gens. La clinique vétérinaire où Gordon avait une fois amené Juniper pour des injections il y a des années. Dossier rare et obsolète. Le magasin d'aliments pour animaux où la commis, une femme d'âge moyen aux cheveux argentés, tirée en un chignon sans chichi, fronça les sourcils quand Mason demanda à propos des achats de nourriture pour chiens. « Pas dernièrement, dit-elle. Pas depuis des mois, elle croisa les bras. Difficile de nourrir 7 chiens sans nourriture. Mason photographia la propriété où Gordon affirmait que les chiens vivaient. Une petite structure affaissée au bord de la ville. Neige empilée haut contre une porte qui n'avait pas été ouverte depuis un moment. À l'intérieur, l'air était vicié et froid. Le sol parsemé de bouteilles vides et un seul bol rouillé gelé solidement au sol. Une longueur de chaîne effilochée gisait enroulée dans un coin, maillon usé à force d'utilisation. Mason ne toucha rien qu'il n'avait pas à toucher. Il documenta, il recula, il laissa la preuve parler. Le Rehook vint ce soir-là, tranquille et troublant. Mason retourna à la cabane avec un sac de fournitures et trouva Juniper debout rigide près de la porte, nez levé, yeux fixés sur les arbres au-delà de la clairière. Le chiot s'agita, mal à l'aise. Mason s'arrêta, écoutant. Il le sentit alors, une trace d'alcool dans l'air froid, faible, mais indubitable. Le corps de Juniper trembla, non pas de peur, mais de mémoire refaisant surface. Elle tourna et se pressa brièvement contre la jambe de Mason, ne se cachant pas, ne cherchant pas le confort, mais signalant. Quelqu'un venait. Des phares coupèrent à travers les arbres. Quelques minutes plus tard, un camion s'arrêta dans la clairière, pneus craquant sur la neige tassée. Gordon Price sortit tenant un sac de nourriture pour chiens comme une offrande de paix, son sourire déjà en place. « Vous voilà », appela-t-il, voix chaude. J'ai été malade d'inquiétude pour eux. Mason le rencontra sur le porche, posture détendue, mais inamovible. Il n'invita pas Gordon à l'intérieur. Il n'en avait pas besoin de le faire. Ce dossier est sous enquête, dit Mason d'un ton égal. Un contrôle animal et la société et humaine sont impliqués. Toute communication passe par eux. Le sourire de Gordon vacilla, juste une fissure. Il jeta un coup d'œil au-delà de Mason vers l'intérieur de la cabane. Juniper apparut dans l'embrasure de la porte derrière Mason, sa présence silencieuse mais imposante. Au moment où ses yeux se posèrent sur Gordon, sa réaction fut immédiate et viscérale. Elle figea, puis laissa échapper un son aigu involontaire, moitié avertissement, moitié protestation, qui résonna sur les murs de la cabane. Gordon se raidit. Le sac de nourriture bruissa dans sa prise. « Doucement, ma fille, » dit-il, forçant un rire. « Elle se souvient de moi. » Juniper s'avança, se plaçant carrément entre Mason et l'intérieur, son regard inébranlable. Sa lèvre se souleva juste assez pour montrer les dents, non pas en menace, mais en déclaration. Mason sentit une froide clarté s'installer sur lui. Ce n'était pas de la reconnaissance, c'était du refus. « Je vais vous demander de partir, » dit Mason. Sa voix ne monta pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Toute tentative de récupérer les animaux sera traitée légalement. Les yeux de Gordon passèrent aux arbres, à la route, calculant. La tristesse pratique revint sur son visage. «
Je voulais juste arranger les choses, dit-il doucement. Frère, je pensais montrer ma bonne foi. La bonne foi n'arrive pas si tard, répondit Mason. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Gordon posa le sac lentement, reculant un pas à la fois. Son sourire était devenu quelque chose de caissant, un masque se fissurant sous la pression. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il, plus à lui-même qu'à quiconque d'autre. Il tourna, remonta dans son camion et s'éloigna en conduisant, la neige springing derrière lui comme une accusation. À l'intérieur de la cabane, les chiots gémirent jusqu'à ce que Juniper revienne vers eux, son corps ne se détendant que lorsqu'elle s'allongea parmi leurs petites formes chaudes. Mason ferma la porte et la verrouilla, non pas par peur, mais par principe. Il s'assit sur le sol à proximité, carnet ouvert, stylo stable. Il écrivit ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti, ce que Juniper avait fait sans avoir été enseigné. Au crépuscule, le dossier s'épaississait. Au matin, il serait plus fort. Le chapitre se termina là où il le devait, non pas avec un tribunal, non pas avec une confrontation, mais avec des lignes tracées clairement et tranquillement. Mason se tint à la fenêtre, regardant les dernières traces de Gordon disparaître sous la neige fraîche, et comprit quelque chose avec une calme certitude. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute pour être indéniables. Elles avaient seulement besoin d'être protégées assez longtemps pour atteindre la lumière. Les jours qui suivirent arrivèrent enveloppés de soleil froid, le genre qui aiguisait les bords au lieu de les adoucir. Le pain clair semblait presque doux sous un ciel nettoyé. Le bleu s'étira serré comme du verre. La neige ne fondit pas tant qu'elle recula, se retirant dans les coins ombragés et les racines des arbres, laissant la terre nette et exposée. À la cabane, Mason garda ses routines intactes. Feu nourri lentement, porte vérifiée 2 fois, caméra testée et inclinée avec une précision tranquille. Les chiots devinrent plus bruyants, plus forts, leurs petits corps commençant à se disputer l'espace et l'attention. Juniper les regarda tous avec un calme qui frôlait le royal, ses mouvements économiques, ses yeux jamais inactifs. Ce fut le 3e matin clair que Gordon Price revint, pas seul cette fois. Mason vit les véhicules franchir la crête avant que les moteurs ne l'atteignent. Un SUV de comté et le camion familier et cabossé qui portait l'impatience de Gordon comme une odeur. Mason sortit sur le porche alors qu'il s'arrêtait. Posture facile, main visible. Il portait le même équipement que toujours, camouflage sous le gilet rouge foncé, bottes plantées carrées. Il n'avança pas. L'adjoint Rowan Klein sortit du véhicule du comté en premier. Il était au début de ses 40 ans, grand et mince, avec un visage long, et le genre de calme qui vient d'années à être la personne qui arrive quand les choses vont déjà mal. Ses cheveux bruns étaient coupés courts, parsemés de gris prématurés aux tempes, et ses yeux clairs, évaluateurs, préhentent la scène sans commentaire. Son uniforme lui allait bien, mais portait les signes d'une usure constante, plis adoucis par l'habitude. Rowan se déplaça avec délibération, non pas l'autorité pour elle-même, mais la procédure. Elle hocha la tête une fois à Mason, puis se tourna alors que le contrôle animal arrivait derrière lui, mené par une femme nommée Paige Luring. Petite, aux épaules larges, cheveux tirés en une queue de cheval serré, presse-papier glissé contre sa poitrine comme un bouclier. L'expression de Paige était professionnelle et illisible. Gordon sortit en dernier, épaules carrées aussi, brusquement, mâchoire serrée comme si se préparant à une dispute qu'il avait l'intention de gagner. Il portait une veste propre cette fois, fraîchement lavée, et ses cheveux avaient été peignés avec soin. La performance avait évolué. « Je suis ici pour récupérer ma propriété », dit-il immédiatement, voix portée à Carrie. « Ces gens savent cela. » Rowan leva une main, paume vers l'extérieur. « Nous ne sommes pas ici pour débattre de la propriété, » dit-il d'un ton égal. « Nous sommes ici pour suivre la procédure. Jusqu'à ce que l'enquête se termine, les animaux restent sous retenue d'urgence. »
Gordon ricana, un son qui craqua contre le silence. « Ce sont des chiens, dit-il. Les miens. J'ai de la nourriture. J'ai des papiers. » Il agita un document plié comme un talisman. Page s'avança, ouvrant son presse-papier. « Vous soumettrez cela par les canaux appropriés, dit-elle. En ce moment, nous sommes ici pour évaluer les conditions et assurer la conformité. » Juniper apparut à la porte de la cabane derrière Mason, sa présence immédiate et indéniable. Elle s'avança jusqu'à se tenir juste à l'intérieur du seuil, corps incliné de manière protectrice, yeux fixés sur Gordon. Les chiots, sentant la tension, se regroupèrent derrière ses pattes, petits corps se pressant ensemble. La posture de Juniper changea. Pas agressive, mais résolue. Sa colonne vertébrale se redressa, tête haute, queue immobile. Elle était une ligne tracée en fourrure. Rowan remarqua. Son regard passa de Juniper à Gordon et revint. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se serra légèrement. « Laissez-la me voir, insista Gordon, faisant un pas en avant. La réponse de Juniper fut instantanée. Elle bougea, se plaçant entièrement entre Gordon et les chiots, épaules carrées. Un son grave vibra dans sa poitrine. Pas un grognement destiné à menacer, mais une frontière articulée en son. Mason le sentit dans ses os. « Ça suffit, » dit Rowan sèchement. « Monsieur, reculez. » Gordon hésita, à yeux étincelants d'irritation, puis obéit, bien que sa retraite fût lente à contre-cœur. Page documenta tout avec des coups de stylo rapides. Mason resta silencieux, laissant le processus se dérouler. Il savait mieux que de troubler l'eau claire. L'inspection fut brève et clinique. Page observa les postes d'alimentation, la litière, la condition du chiot. Elle s'agenouilla à hauteur des yeux, notant la prise de poids, l'hydratation, les pelages propres. Dr. Elodie Hart arriva à mi-chemin, appelé par l'appel de Page, sa présence renforçant ce que la preuve suggérait déjà. « Il s'améliore, » dit Elodie simplement. « Des soins appropriés sont en cours. » Le sourire de Gordon réapparut mince et aigu. « Voyez, dit-il, ils vont bien grâce à moi. » Personne ne répondit. Rowan conclut la visite avec un ferme rappel de l'ordre permanent. Les épaules de Gordon s'affaissèrent alors que les mots l'atterrirent. Il partit à pas serrés, colère enroulée et contenue, le moteur de son camion grognant alors qu'il s'éloignait. Le SUV du comté suivit, Page et Elodie échangeant un regard tranquille avant de partir. La clairière retourna au silence omise. Le Rehook arriva cette nuit-là, inattendu et malvenu. Le soleil plongea tôt, froid, se réinstallant dans la vallée comme un souffle retenu. Mason verrouilla le portail et fit ses rondes, vérifiant les caméras, testant les lumières du périmètre. Juniper arpentait la ligne de clôture avec lui, mouvement fluide et alerte, oreilles pivotant. Les chiots culbutèrent dans la neige près du porche, leur joie maladroite l'emportant brièvement sur la prudence. Près de minuit, les caméras sonnèrent doucement à l'intérieur de la cabane. Mouvement détecté au bord lointain de la propriété. La posture de Mason changea instantanément, muscles s'alignant, esprit se rétrécissant. Il se déplaça vers le moniteur et vit la silhouette de Gordon au-delà de la clôture, une forme sombre contre la neige pâle. L'homme vacillait légèrement, ses mouvements incoordonnés. Une bouteille étincela dans sa main, captant le clair de lune. Juniper le sentit avant que Mason ne parle. Elle figea, oreilles accolées en avant, yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la vitre. Son corps trembla, non pas de peur, mais de mémoire refaisant surface. Mason plaça une main près de son épaule, ne touchant pas, juste présent. « Reste, » murmura-t-il. Dehors, la voix de Gordon porta faiblement à travers le froid. « Juniper » appela-t-il, traînant le nom comme une vieille ruse. « Viens, ma fille, ne sois pas comme ça. » Il rit, puis le son se brisa. La bouteille arc-bouta dans l'air et se brisa contre la clôture, verre se dispersant sur la neige comme des étoiles soudaines.
Mason ne sortit pas. Il ne cria pas. Il laissa les caméras enregistrer. Il laissa les lumières inonder le périmètre, illuminant Gordon entièrement. Sa posture instable, les restes de la bouteille, la façon dont sa bravade s'effondra en quelque chose de plus laid sous l'examen. Juniper se tint rigide à la porte, ne se jetant pas, n'aboyant pas, son refus absolu. Rowan arriva 20 minutes plus tard, lumière clignotant, mais sirène silencieuse. Gordon était parti alors, tresse déjà se remplissant de givre frais. Rowan examina les images à l'intérieur de la cabane, son expression se durcissant. « Ceci aide, dit-il doucement. » Beaucoup. Le matin revint avec une clarté cassante, la clôture restant intacte, la ligne teinte. Mason répara la section endommagée sans cérémonie, ses mouvements efficaces, contrôlés. Juniper regarda de poche Schultz endormi en un tas ensoleillé derrière elle. Quand Mason finit, elle s'approcha et s'assit à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Elle regarda la clairière, puis de nouveau lui. Gustavus, le chapitre se termina non pas avec un triomphe, mais avec un confinement. Ciel bleu au-dessus, une basse clôture entre ceux qui étaient protégés et ceux qui ne l'étaient pas, et une frontière tracée sans bruit. Mason comprit alors que les limites n'étaient pas des actes d'agression. Elles étaient des actes de soin, et dans cette compréhension, quelque chose à l'intérieur de la cabane, à l'intérieur de lui, s'installa en place. Bright Pine n'annonça pas sa décision tout d'un coup. Elle ne le fit jamais. La ville se révéla en pause, dans la façon dont les conversations penchaient quand certains noms étaient prononcés, dans la chorégraphie subtile de qui hocha la tête et qui détourna le regard. La neige bordait toujours les rues comme des lignes de craie, mais l'air s'était adouci suffisamment pour que les gens s'attardent dehors plus longtemps que nécessaire. Les fenêtres étaient ouvertes d'une fissure, les radios fredonnaient, et quelque part entre la boulangerie ouvrant à l'aube et la quincaillerie fermant tôt, les rapports d'inspection revinrent. Le contrôle animal visita la propriété de Gordon Price, avec des presse-papiers et des gants, et le genre de patience tranquille qui refuse d'être précipité. Ils trouvèrent ce que Mason avait déjà documenté. Bowls fusionnés au béton par la glace, sacs de croquettes déchirés et vides, un chauffage débranché pour alimenter quelque chose d'autre. La conclusion ne fut pas dramatique. Elle n'avait pas besoin de l'être. Le langage était simple et précis. Négligence prolongée, manquement à fournir un abri, de la nourriture et de l'eau adéquats. Quand les conclusions circulèrent, elles le firent sans fioriture portée par le plus ancien coursier de la ville, le bouche à oreille. Certaines personnes s'inclinèrent vers la sympathie parce que la sympathie est plus facile que la responsabilité. Il a eu une année difficile, dirent-ils. Perdu son travail, perdu son frère. Vous ne savez jamais ce que quelqu'un traverse. D'autres répondirent doucement, vous nourrissez toujours vos animaux. Le fossé n'était pas bruyant, il était ferme.